Je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche internationale, le CIRIUM, à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux affaires internationales à la presse. Bienvenue à Sans Escale, notre balado sur les affaires internationales pour les passionnés du monde. Derrière moi, sur la place Maïdan à Kiev, des milliers de petits drapeaux représentent les soldats tombés pour l'Ukraine depuis février 2022. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne sont pas seulement fatigués, ils sont endeuillés, traumatisés, en colère et je pense aussi inquiets. En tout cas, si elle l'emporte en Ukraine, la Russie ne s'arrêtera pas là. Sa prochaine cible sera l'Europe. L'Ukraine ne cesse de le répéter. Écoutez en tout cas ce qu'en dit Vladimir Poutine, interrogé par le journaliste conservateur américain Tucker Carlson. J'imagine que la menace à laquelle vous faites référence est une invasion de la Pologne, de la Lettonie. Un comportement expansionniste. Pouvez-vous imaginer un scénario dans lequel vous enverriez des troupes russes en Pologne? Dans un seul cas, si la Pologne attaque la Russie. Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucun intérêt en Pologne, en Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela ? C'est simplement des menaces. La Russie a un plan pour déstabiliser la Moldavie afin de faire tomber son gouvernement. C'est ce qu'a affirmé lundi la présidente moldave dans une adresse solennelle à la nation, élue sur un programme pro-occidental fin 2020. Officiellement neutre, la Moldavie est aux premières loges de la guerre. Elle partage près de 1000 km de frontière avec l'Ukraine et doit aussi composer avec la Transnistrie, une région séparatiste pro-russe sur son territoire. Salomé Zourabichvili, vous êtes la présidente de la Géorgie. Qu'est-ce qui a changé vraiment en un an ? Dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, la situation de la Géorgie demande d'être reconnue et que faire un cadeau à la Russie en laissant la Géorgie dans une zone grise, c'est un risque qui n'est pas à prendre aujourd'hui. On a le conflit en Ukraine et la Géorgie dans le Caucase est le pays, l'ancrage démocratique voulu par la population, l'ancrage européen, et que c'est important de le préserver. Il y a 2 ans, le président russe Vladimir Poutine a autorisé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, une invasion qui est arrivée comme une deuxième phase d'une guerre qui aurait commencé en 2014, en fait, avec l'invasion de la Crimée par la Russie. On déclenche donc une nouvelle guerre en sol européen dont la sortie est maintenant très difficile à entrevoir. On parle beaucoup dans les médias des conséquences de cette guerre, des alliances, des dépenses militaires par rapport à l'Ukraine, entre autres au Canada, aux États-Unis. Mais aujourd'hui, à Sans Escale, on s'intéresse davantage au pouls politique des régions dans la sphère d'influence post-soviétique. Alors, toi, Laura-Julie, tu connais assez bien la région, tu y as pas mal voyagé, non? Oui, j'ai fait même une grande tournée là, de l'espace post-soviétique en 2001-2002. C'était à l'époque le 10e anniversaire de la chute de l'URSS. Et déjà, c'était le grand enjeu dans la région, c'était l'influence de la Russie. Si la Russie allait réussir à maintenir cette influence-là, c'était très fort en Asie centrale, mais déjà, on sentait... Donc, les États baltes s'étaient carrément poussés. Il y avait la Géorgie qui essayait aussi de mettre son pied par terre en disant moi, je vais prendre la place. On sentait vraiment déjà cette tension-là et qui était complètement ravivée par ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on va parler notamment avec notre invité de la Moldova et de la Géorgie. La Moldova, c'est la seule république, ex-république soviétique que j'ai pas visitée, alors que la Géorgie est une de celles que j'ai visitées le plus souvent. Je suis allée 4 fois. Je suis amoureuse de ce pays magnifique, de montagnes, d'hospitalité et de cuisine, de gastronomie qui dépasse tout entendement. Donc, vraiment un gros coup de cœur pour la Géorgie. Et j'ai parlé beaucoup avec les Géorgiens qui ont vécu 2 guerres civiles, en fait. Donc, une première à la chute de l'URSS, qui a fait qu'ils ont perdu une partie du territoire à l'époque qui était l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du Sud, pardon. Et ensuite, la deuxième guerre où je m'étais rendue à nouveau quand il y a eu l'attaque et là, ils ont perdu l'Abkhazie. Donc, j'ai pu voir dans les 2 cas ce qui s'est passé dans la région et surtout l'impact sur le reste de la Géorgie. J'ai pas pu aller dans les 2 régions séparatistes, mais on voyait vraiment l'impact sur le moral aussi des gens au jour le jour parce que la guerre, on en a très peu parlé à l'extérieur du pays, mais eux, ils l'ont vécu chez eux, dans leur maison. Il y a eu énormément d'exactions
Donc, c'était pas du tout théorique pour eux. Là. C'est une vraie menace et ils vivent avec ça au-dessus de la tête depuis. Et toi, Laurence, la région, elle dit quoi? Donc, les pays dont notre invité est spécialiste, entre autres, comme la Moldova et la Géorgie, je ne les connais pas. J'ai goûté les merveilleux plats géorgiens grâce à toi, entre autres, mais je connais bien la mer Noire et j'y passe assez de temps. C'est vraiment une mer qui est magnifique parce que mon conjoint est d'origine bulgare, alors je passe beaucoup de temps en Bulgarie. J'ai pas mal voyagé dans les pays avoisinants, des pays comme la Bulgarie qui n'était pas une république soviétique, mais qui était une république socialiste, qui était dans derrière le rideau de fer. Derrière le rideau de fer. Donc, la situation n'est pas tout à fait la même, mais l'influence russe est réelle, là, historiquement. Quand on regarde dans le grand arche de l'histoire de la Bulgarie, par exemple, la Russie est souvent vue comme un contrepoids à l'Empire ottoman. Donc, quand on parle de guerre de libération, on se libère des Ottomans, mais c'est la Russie qui vient aider. Alors, la dynamique politique est très intéressante quand on la lit comme ça. Puis j'ai aussi passé du temps dans une autre zone d'influence russe, là, les pays baltes. Mon grand frère a fait ses études au cycle supérieur en Suède, puis il m'amenait dans ces pays-là, entre autres en Estonie. Un pays qui est magnifique. Alors, ça fait de belles comparaisons. Puis, je suis contente qu'on puisse parler avec plus de nuances de ces zones-là parce que les dynamiques politiques sont complexes. Absolument. Justement, au moment où nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 15 février 2024, c'est-à-dire presque 2 ans après le début de la guerre, donc de l'invasion russe de l'Ukraine. Le contexte est fluide, la guerre se passe pas très bien, ça piétine en ce moment. Même le général qui est à la tête des opérations ukrainiennes a dit qu'on était carrément dans une impasse. Par contre, l'Ukraine continue, malgré la guerre, là, sur la voie des réformes. Il y a l'Union européenne qui est pas très loin derrière, donc qui a ouvert le processus autant pour l'Ukraine, la Moldova et la Géorgie. Et à travers ça, il y a beaucoup de divisions politiques dans ces pays où on doit gérer à la fois l'influence russe et celle de l'Occident. Donc, ils sont tous, autant la Moldavie, la Géorgie, les pays de l'Asie centrale, ils sont tous un peu dans un tournant et beaucoup de choix historiques à faire en ce moment. Et donc, on est très chanceux aujourd'hui. Notre invitée, Magdalena Dębinska, possède une connaissance intime de cet environnement politique. Elle sera en studio dans quelques instants pour partager ses lumières sur les conséquences politiques de la guerre en Ukraine. Notre invité. Notre invitée aujourd'hui est Magdalena Dębinska, professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Elle est co-directrice du réseau Jean Monnet BEAR, qui veut dire Between the EU and Russia, un réseau de recherche interuniversitaire qui s'intéresse entre autres aux nationalistes dans les pays coincés entre l'Union européenne et la Russie. Magdalena est aussi l'auteur de La fabrique des États de facto, ni guerre ni paix, un ouvrage publié aux presses de l'Université de Montréal qui se penche sur les causes séparatistes, notamment en Géorgie et en Moldova. Magdalena, bienvenue à Sans Escale. Merci, bonjour. Bonjour Magdalena. Écoutez, vous connaissez peut-être la formule. On s'intéresse au parcours de nos chercheurs et ce qui les a amenés à s'intéresser à leur sujet en particulier. Alors, dans votre cas, qu'est-ce qui vous a amené à étudier le nationalisme dans l'espace post-soviétique? Oui, c'est une bonne question. Et pour rendre ça court, en fait, quand je suis arrivée au Canada, j'étais latino-américaniste. Donc, j'avais une maîtrise en études latino-américaines et en relations internationales également. Et c'est au doctorat que j'ai découvert les enjeux identitaires, les politiques linguistiques, ici d'une perspective du Québec. Donc, j'ai regardé ma région d'origine et je me suis dit, mais quel laboratoire pour étudier toutes ces thématiques du nationalisme, politique ethnique, conflit, relations majorité-minorité. Et j'ai fini par écrire un doctorat là-dessus au lieu de... Initialement, mon projet portait sur le Mexique et l'Amérique centrale et les processus de démocratisation là-bas. Donc, voilà. Et pourquoi la Géorgie et la Moldova en particulier? Ben, en fait, puisque je m'intéresse surtout à des processus de construction des nations et des États, c'est surtout les régions séparatistes qui ont attiré mon attention
au début des années 2000, et comme laboratoire pour étudier ces questions-là. Et en Moldova, il y a un territoire séparatiste, la Transnistrie, mais il y a aussi un territoire autonome de la Gagaouzie, et en Géorgie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Donc, ce sont surtout ces régions, ces États de facto qui m'intéressent, qui ont attiré mon attention. Donc, c'est là que je vais faire mon terrain et je fais des études ethnographiques dans la région. Et puis, on l'a dit en introduction, ce qui nous amène à vos recherches et à vous inviter comme experte, Magdalena, c'est cette idée qu'on entend beaucoup parler de la guerre en Ukraine, de ce que la Russie fait dans la région, mais surtout de notre perspective à nous, la perspective canadienne, de l'OTAN, du G7. On s'inquiète des budgets, de la capacité de l'Ukraine à résister. Mais il y a de grandes régions du monde dont on n'entend pas beaucoup parler, entre autres tous les voisins de la Russie, dont les pays que vous connaissez. Lorsqu'on regarde hors Europe de l'Ouest, qui sont les amis de Poutine? Qui sont les amis de Poutine hors de l'Europe de l'Ouest? Dans le monde. Dans le monde. Autour de la Russie même, j'en vois pas beaucoup. C'est sûr qu'on parle beaucoup plus du Sud global, l'Inde, la Chine, etc. Mais des grands amis, je ne dirais pas, mais certainement des pays qui n'ont pas nécessairement une position déterminée anti-Russie. Mais autour de la Russie, je dirais que les pays considérés comme des amis de la Russie sont beaucoup plus ambivalents maintenant. La guerre a fait en sorte que la Russie a perdu un peu sa position d'ami auprès des pays tels que les pays de l'Asie centrale, par exemple, ou dans le Caucase du Sud, ou encore en Europe de l'Est. Peut-être le seul ami, le vrai ami de la Russie en Europe de l'Est, c'est la Bélarus, dont on parle aussi beaucoup. Un rapprochement qui s'est fait déjà à partir de 2020, mais avec l'invasion de la Russie en Ukraine, le Bélarus est de plus en plus proche allié de la Russie. Loukachenko ne peut plus se permettre de naviguer un peu entre l'Union européenne et la Russie. Et je dirais que c'est le seul ami sur lequel Poutine peut compter en ce moment. Les autres pays autour de la Russie sont beaucoup plus pro-européens, je dirais, même s'il y a certaines ambiguïtés du fait ils sont maintenant, certains d'entre eux sont candidats à l'Union européenne, mais ne font pas partie de l'OTAN. Et donc, leur position est plus vulnérable, je dirais, face à la Russie. Donc, ils sont comme en attente de l'issue de la guerre pour voir comment est-ce qu'ils peuvent gagner et se positionner face à la Russie. Une question que j'ai toujours trouvée assez complexe, c'est le fait que, en fait, Poutine réagit très, très mal à l'idée de l'élargissement de l'OTAN, mais réagit beaucoup moins à l'élargissement de l'Union européenne. Pourquoi? Pourquoi cette dichotomie et qui fait donc notamment que la Géorgie dit OK, donc beaucoup de pays essaient, l'Ukraine inclus, OK, on va aller dans l'Union européenne, mais ça me semble difficile à comprendre. Disons que probablement c'est difficile à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête de M. Poutine en général. L'OTAN a toujours représenté pour les Russes durant la période soviétique et ensuite russe comme effectivement l'image d'un ennemi et d'un autre qui risque de menacer la sécurité de la Russie. Avec l'Union européenne comme entité, la Russie peut collaborer. Il y a eu un dialogue avec les pays membres de l'Union européenne. Bien entendu, les pays membres de l'Union européenne sont aussi pays membres de l'OTAN, donc ça se superpose ici. Mais c'est une question dans le discours en tout cas, plus une question de sécurité existentielle qui serait éventuellement menacée par l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne, parce que l'Union européenne n'a pas cette capacité militaire que l'OTAN pourrait avoir. Cela étant dit, on dit souvent que c'est la Russie a peur de l'OTAN et en fait l'expansion de l'Union européenne, c'est pas grave. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas tout à fait certaine parce que finalement, c'est lorsque les accords d'association avec l'Union européenne
devait être signé par l'Ukraine. Finalement, Yanukovych a changé d'avis à la dernière minute, qui ont déclenché Euromaïdan, etc. Mais c'était plutôt l'arrivée de l'Union européenne dans ces pays-là qui a provoqué des sanctions, provoqué des embargos sur le vin, les fruits moldaves, etc. Rappelez-nous les événements du Maïdan rapidement pour nous remettre dans cette histoire récente. Cette histoire récente qui a déclenché finalement la guerre, parce que tant en Ukraine que finalement dans les pays de l'Europe centrale et de l'Est, on considère que la guerre n'a pas commencé en 2022, mais en 2014, donc suite aux événements de Euromaïdan. Donc c'était, juste pour rappeler, en novembre 2013, les pays du partenariat oriental de l'Union européenne devaient signer les accords d'association à Vilnius. Et parmi ces candidats était notamment l'Ukraine qui devait signer, donc le président Yanukovych d'antan devait se rendre à Vilnius pour signer les accords d'association avec l'Union européenne, mais suite aux pressions de la Russie et des contre-propositions financières et autres, Yanukovych a finalement décidé de ne pas signer. Ceci a déclenché des protestations de masse qu'on connaît maintenant sous le nom de Révolution d'unité ou Euromaïdan, et qui a suivi, il y a des violences qui s'en sont suivies. La Russie en a profité pour annexer la Crimée en mars 2014. Les séparatistes pro-russes dans le Donbass se sont activés, aidés par la Russie, ont gagné du territoire, un contrôle sur une partie du Donetsk et de Luhansk dans l'est de l'Ukraine. Et ceci a enclenché ce qu'on connaît comme conflit en Ukraine orientale et qui a fini par cette invasion du 23 février. Mais dans la tête des Russes, en fait, la guerre dure depuis 2014, pas depuis 2022. C'est vraiment l'Occident qui s'est réveillé à cette guerre-là. Dans la tête des Ukrainiens, pas des Russes. Oui. Dans la tête des Ukrainiens, la guerre, elle a commencé en 2014 et c'est à partir aussi de 2014, finalement, que l'Ukraine a commencé à moderniser son armée. Il y a tout un processus qu'en Occident, on n'a pas vu venir. Disons que les experts l'ont vu venir. C'est qu'à partir de 2014, l'Ukraine s'entraînait, se formait, modernisait son armée. Il y a eu aussi des processus sociétaux, identitaires qui ont complètement changé la donne. Donc, tout le monde était surpris de la résistance des Ukrainiens face à l'invasion de la Russie en 2022-2023 et jusqu'à maintenant. Mais finalement, c'est parce qu'on n'a pas vu que cette volonté de combattre la Russie, elle était se développait à partir de 2014. Mais moi, je suis allée en Russie en 2014 et le niveau de propagande aussi était déjà très élevé. On mettait à la télé tous les jours à Russia Today, on mettait donc Rassia Savonia en russe, mais on mettait tous les jours des victimes de la guerre au Donbass. Donc c'est comme pour ça que je dis que même pour les Russes, la guerre était commencée en disant justement les Ukrainiens ont commencé la guerre. On sortait le mot fasciste un peu partout, notamment pour commémorer l'anniversaire du siège de Leningrad, la fin du siège de Leningrad, où l'on sortait ce vocabulaire-là, où on associait déjà à l'Ukraine. On sentait en fait la préparation aussi de la guerre en amont en Russie. Donc oui, mais d'un autre côté aussi, c'était important pour Poutine de ne pas parler de guerre déjà et il y avait comme un genre de contrat social. Nous, on s'en occupe. Vous n'allez pas être impliqué dans ce qui se passe en Ukraine. On s'en occupe. C'est juste le peuple russe, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, le peuple russe. Et le discours que M. Poutine emploie et les médias, etc., de propagande, c'est un discours qui n'est pas nouveau non plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait déjà dans les manuels scolaires d'histoire, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La socialisation dans ce discours-là, elle date de longtemps. Donc, c'est facile pour Poutine d'activer certaines périodes historiques, certains discours et narratifs qui vont dans le sens du fascisme, etc. Le sujet aujourd'hui, on veut parler des pays autour, donc dans l'ancien espace soviétique. La Géorgie a toujours été un cas particulier parce que c'est peut-être, en tout cas au moins, hors État balte, ça a été le pays qui a le plus pris ses distances de la Russie.
Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est un peu confus. On a l'impression que d'un côté, le pays prend des positions anti-russes. De l'autre côté, il y a une partie du gouvernement qui prend des positions pro-russes. Il y a une tonne de Russes qui sont débarqués en Géorgie qui ne sont pas nécessairement anti-gouvernement. C'est devenu très complexe. Est-ce que c'est un pays qui est un peu au bord? Moi, c'est un pays qui me tient beaucoup à cœur en plus. Donc, est-ce que c'est un pays qui est un peu au bord d'un précipice politique ou... Qu'est-ce qu'on sent? Je sais que vous êtes allé récemment en plus. Oui, en Géorgie, effectivement, il y a comme une ambiguïté c'est très difficile de comprendre exactement quelle est la position de la Géorgie dans tout ça. Comme vous mentionnez, parce qu'il y a cet équilibre qu'on essaye de trouver entre les rapports avec notre grand voisin, finalement, qui est au nord, la Russie, et les aspirations de la Géorgie, des Géorgiens, à rejoindre tant l'OTAN que l'Union européenne. Et effectivement, on a cette ambivalence qui est très difficile à comprendre lorsqu'on est assis ici à Montréal. Oui, les Géorgiens, de façon massive, veulent rejoindre l'Union européenne et c'est à 80% de la population dans l'opinion publique. Mais en même temps, ils ont une mémoire collective récente de la guerre avec la Russie. Ils ont très peur d'une éventuelle ouverture d'un second front. Donc, il ne faut pas trop agir à l'encontre, trop énerver l'ours, comme on dit. Et donc, ne pas prendre des positions trop fortes en termes de sanctions, par exemple, envers la Russie. Un discours anti-russe, ce n'est pas non plus peut-être très raisonnable. Donc, cette crainte de l'ouverture de second front est omniprésente, je dirais. Donc, même ceux qui sont pour l'Union européenne et par principe aimeraient avoir des positions plus dures envers la Russie, ont toujours une petite nuance à ajouter. C'est que comme ils ne sont pas dans l'OTAN, la Géorgie ne fait pas partie de l'OTAN, n'est pas encore en Union européenne, ils ne savent pas s'ils peuvent compter sur l'Occident si jamais la Russie les attaque. Et c'est un petit pays finalement. Et ils se souviennent aussi en 2008 de l'entrée des troupes russes qui sont arrivées au bord de Tbilissi, de la capitale de la Géorgie. En fait, on sait que Tbilissi pourrait être occupé par l'armée russe en 24 heures. On n'a pas la capacité militaire de défense en Géorgie, n'est pas du tout la même, par exemple, qu'en Ukraine. On avait, puisqu'on développait ça à partir de 2014. Donc, tout ça fait en sorte qu'on se sent très vulnérable et donc dans une nécessité d'avoir des politiques plus équilibrées, si on veut. Il y a des élections en octobre. Ça va être une période assez dynamique et intéressante, en fait, à suivre jusqu'en octobre 2024, au moins pour savoir des choix qui vont être faits. Mais selon les experts, il y aura même l'opposition, si elle atteint, si elle vient au pouvoir, malgré tout ce discours qu'ils peuvent avoir en étant en opposition, une fois ils vont être au gouvernement, ce n'est pas clair qu'ils vont avoir des politiques très différentes envers la Russie. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des 20% du territoire de la Géorgie est contrôlé par les séparatistes de l'Ossétie du Nord et de l'Abkhazie qui sont appuyés, pour ne pas dire dirigés, par Moscou. Et il y a des bases militaires qui sont là, une nouvelle base militaire qui va être construite à Ochamchire en 2024. Donc, Mais Magdalena, cette question à savoir est-ce que l'Europe viendra pour nous, est-ce que c'est pas justement d'autant plus ressenti avec l'instabilité, le conflit Azerbaïdjan-Arménie en ce moment, ou est-ce que, à ce que j'entends dire, il y a une perception dans la région justement que plus personne s'y intéresse en Occident? Comment est-ce que c'est vécu justement ce conflit-là par les Géorgiens? Est-ce que ça ajoute justement à cette incertitude-là des alliances? C'est sûr que la reprise par l'Azerbaïdjan du Haut-Karabakh en 2023 a été certainement dans l'espace public, débattue dans l'espace public. On pourrait faire, d'un côté, on se dit, on pourrait faire la même chose, récupérons les territoires. Mais en même temps, la situation n'est pas la même, puisqu'on est à la frontière avec la Russie, il y a les bases militaires russes dans les territoires séparatistes de l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, ce qui n'est pas le cas au Karabakh. Bref, ce n'est pas la même situation du point de vue militaire. Et en plus, justement,
ouvrir ce front pour récupérer les territoires séparatistes rend la possibilité de l'ingérence ou de l'attaque de la Russie dans ces territoires-là est plus grande. En tout cas, on sent cette menace-là. Donc, en fait, cette idée de récupérer militairement les 20% du territoire n'était pas très appuyée, voilà, c'était finalement des petits groupes qui le réclamaient. Mais encore une fois, la peur d'un conflit ouvert avec la Russie, quelque part, limite les possibles. Et peut-être la seule chose qui est un peu paradoxale, c'est que d'un côté, on aspire à rejoindre l'Union européenne, mais en même temps, on augmente finalement notre dépendance économique de la Russie. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment, en fait, en Géorgie. Et c'est un paradoxe qui est très difficile à expliquer. D'ailleurs, les 9 recommandations faites par l'Union européenne lorsque la Géorgie a reçu en décembre dernier le statut de candidate à l'Union européenne, une des conditions, c'est que la politique étrangère de la Géorgie s'aligne avec la politique étrangère de l'Union européenne. En sous-entendu, il s'agit de couper davantage les liens avec la Russie. Qu'est-ce qui va en être fait? Je ne suis pas certaine que, en tout cas, ce gouvernement n'arrivera pas à le faire et n'a aucun intérêt à le faire d'ici les élections, en tout cas. Ouais. On se parle de 15 février 2024, donc on est à un peu plus d'une semaine du 2e anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Et justement, on se rend compte en ce moment que l'économie russe va très bien. Sur ce front-là, la guerre se passe plutôt mal, en fait, pour ceux qui sont pro-Ukraine. Est-ce que ça inquiète dans l'espace près de la Russie? Notamment, on voulait parler de la Moldova aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu dans quel état d'esprit ils sont, eux, après 2 ans? Parce que c'était là où on sentait, en fait, les menaces les plus directes. Hein? Je pense que les autorités moldaves ont été très, très, très claires qu'elles craignaient vraiment une invasion totale. On en est rendu où maintenant, 2 ans plus tard? C'est un cas, en comparaison avec la Géorgie, c'est un cas intéressant parce qu'ici, on a comme un effet inverse. On a un gouvernement qui est très pro-européen et qui a non seulement une aspiration, mais un discours et est déterminé à rejoindre les rangs de l'Union européenne et fait des réformes dans ce sens-là, etc. Et une population c'est beaucoup plus mitigée. Donc, selon les derniers sondages, on était à 50% d'appui pour l'Union européenne et toujours un 35-36% qui préféraient l'Union économique eurasiatique. Donc, c'est beaucoup plus ambigu. Et les élections qu'il va y avoir en octobre 2024 également peuvent être gagnées par l'autre camp. Donc, c'est intéressant les de anti-Europe, voir. Les anti-Europe pro-russes. Et pro-russes, pas nécessairement pro-russes dans le sens qu'on appuie M. Poutine, etc., mais au moins ne pas s'allier de façon aussi décisive avec l'Occident. Donc, d'un côté, on peut dire que la Moldova est comme une grande gagnante de la guerre parce que, on en parle déjà, c'est pas mal. Ce petit pays pris entre l'Ukraine et la Roumanie. Exactement, donc on en parle beaucoup dernièrement. Aussi, ils ont reçu le statut de candidate à l'Union européenne. Les négociations ont été ouvertes avec l'Union européenne. Donc, c'est vraiment un succès incroyable de ce gouvernement qui a été mis en place seulement en 2020, finalement, qui remplaçait le gouvernement ou le président pro-russe. Et en même temps, un autre peut-être défi, c'est la diversification de l'énergie. Donc, Moldova, en espace de quelques mois, s'est rendue complètement indépendante de l'approvisionnement en gaz et en électricité de la Russie, ce qui est extraordinaire finalement parce qu'encore en 2022, Moldova dépendait à 100% du gaz russe. Mais en même temps, ces politiques énergétiques de diversification, etc., ont fait en sorte que l'énergie est beaucoup plus chère en Moldova présentement puisqu'on s'approvisionne sur les marchés européens, ce qui affecte les ménages, ce qui crée du mécontentement en termes sociaux, économiques, etc. Et les questions socio-économiques dans un pays qui est petit et qui est le plus pauvre d'Europe
c'est la première chose sur l'agenda des personnes, des futurs électeurs, oui. Donc, la position pro-européenne dont on parle beaucoup ici en Occident, elle est beaucoup plus fragile, je dirais, en Moldova qu'on y pense. Tout comme en Géorgie, elle est fragile, mais c'est un peu différent parce que la société civile est très pro-européenne. C'est le gouvernement qui navigue entre l'Union européenne et la Russie probablement pour ses propres intérêts, puisqu'on sait que le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a été fondé par l'oligarque Ivanishvili qui a fait sa fortune en Russie. Et donc, les connexions qu'il a en Russie sont importantes, ce qui n'est pas le cas du gouvernement en Moldova. Mais dans les deux cas, je dirais que la route vers l'Union européenne est fragile. Est-ce qu'on pourrait voir à nouveau ce qu'on a vu avec Yanukovych, des gens qui changent d'idée à la dernière minute ou comme on dit, getting cold feet? Je pense que Moldova, c'est une vraie possibilité. Donc, tout dépend s'il y aura une alternance au gouvernement, au pouvoir, suite aux élections de cet automne. On peut voir un éventuel recul de cette aspiration européenne, puisque si maintenant dans les sondages, par exemple, si Maia Sandu, donc la présidente actuelle pro-européenne, elle se représente aux élections, l'enregistrement des candidats n'est pas terminé, mais si l'ancien président Dodon se présente, selon les sondages, il gagnerait aujourd'hui les élections contre Maia Sandu, et Dodon est schématiquement, on va dire, pro-russe, oui. Il a des connexions proches avec la Russie, avec les oligarques également. Et ça peut, effectivement, on peut peut-être à ce moment-là revoir le scénario de Yanukovych de 2013. Magdalena, c'est intéressant de resituer cette analyse d'influence d'États post-soviétiques autour de la mer Noire, qui est en fait peut-être le locus de ces instabilités. Puis avec la Moldova complètement à l'ouest, la Géorgie complètement à l'est de cette mer Noire, qui est vraiment au centre aussi des intérêts géopolitiques de la Russie à travers ce conflit-là. Et puis, ce que je me demande, c'est quand on regarde cet espace-là, qui est déchiré entre soit un pragmatisme obligé politique, où est-ce qu'il faut avoir certaines ouvertures économiques ou autres vers la Russie, soit parfois une popularité politique chancelante, mais qui existe quand même dans le cas de la Moldova. Est-ce qu'il y a un schisme générationnel qui se dessine? C'est-à-dire une certaine génération qui est davantage impactée par l'influence russe à travers les médias parce qu'ils sont russophones aussi, tandis que peut-être une jeunesse éduquée dans d'autres langues européennes. Est-ce qu'on voit un schisme dans ces sociétés-là se dessiner par rapport à l'âge ou pas nécessairement? Je pense par rapport à l'âge et par rapport les différences traditionnelles, les centres urbains versus les régions. Donc, certainement, il y a une différence. Je dirais qu'en Géorgie, c'est assez prononcé entre les centres urbains, les jeunes qui voyagent, plus cosmopolites, si on peut dire, qui travaillent dans l'Occident, dans les pays de l'Europe, en Europe. Mais il y en a aussi ceux qui vont travailler en Russie, hein, donc c'est pas... mais disons que les réseaux sociaux font en sorte qu'on écoute plus des choses en anglais et non pas en russe, par exemple, en Géorgie, ce qui n'est pas le cas en Moldova. En Moldova, le russe fonctionne comme langue de médias et comme dans les réseaux sociaux, Telegram et non pas Facebook, etc. Donc peut-être l'influence russe est plus, du point de vue dans la société, est plus présente en Moldova qu'en Géorgie, je dirais. Même si maintenant, cette année, en fait, le gouvernement a mis en place des politiques qui contrôlent les médias, ou en tout cas qui interdisent les médias russophones dans l'espace public. Donc, ça va peut-être avoir un effet à moyen terme, du moins. Là où on voit cette différence générationnelle, je dirais, bon, on n'a pas parlé, donc je vous amène sur mes terrains les plus proches, en Transnistrie, en Abkhazie, dans les régions séparatistes, cette différence générationnelle est de loin. Situez-nous géographiquement pour ceux qui ne sont pas experts de ces régions-là, peut-être.
La Transnistrie, donc en Moldova, c'est la région séparatiste dont le Chișinău, donc la capitale de Moldova, n'a aucun contrôle depuis le début des années 90. C'est la région frontalière à l'Ukraine. Donc en fait, c'est vraiment un territoire qui longe la rivière de Dniestre. Donc entre la rivière Dniestre et la frontière de l'Ukraine, il y a ce territoire de la Transnistrie. Et en Géorgie, il y a 2 territoires, régions séparatistes dont Tbilissi n'a aucun contrôle depuis au moins 1994. C'est l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Donc, l'Ossétie du Sud est à la frontière entre la Géorgie et la Russie, et notamment l'Ossétie du Nord. Et l'Abkhazie est à l'ouest-nord-ouest de la Géorgie. C'est une pointe de la Géorgie, si on regarde la carte, et qui est coincée entre la mer Noire et la chaîne de montagnes à la frontière avec la Russie. Et effectivement, on a, donc, pour répondre à la question des générations, là, on voit une différence générationnelle assez importante, je dirais. Les jeunes qui voyagent davantage, surtout les Transnistriens, et les personnes âgées qui sont influencées par la propagande russe, des médias russes. Et pour revenir à la mer Noire, puisque l'Abkhazie, exactement, se trouve directement sur la mer Noire, la Transnistrie, pas du tout, la Moldova non plus, ils n'ont pas accès à la mer Noire, mais il y a toujours ce passage, l'Odessa était toujours très proche quand même. C'est ça. Et était toujours le port pour le commerce vers l'Est, etc. C'était Odessa, qui est maintenant, bien entendu, cette frontière-là, elle est fermée en la Transnistrie et l'Ukraine. Mais dans la mer Noire, oui, effectivement, il y a beaucoup de développements intéressants à suivre, géopolitiques, militaires, etc., parce qu'il n'y a pas juste la Crimée, la mer d'Azov et tout le transport, on en parle beaucoup de transport de grains, etc. Mais il y a aussi une base navale une nouvelle base navale qui va être construite et ouverte probablement déjà cette année, en 2024, en Abkhazie, à Ochamchire, une base navale russe. L'entente est signée avec l'Abkhazie, ce qui, bien sûr, ne fait pas des affaires pour Tbilissi, en Géorgie. Surtout que la base navale qui va être à Ochamchire est à peine à quelques dizaines de kilomètres en direct d'un projet, en fait, de port d'eau profonde que la Géorgie dans laquelle la Géorgie voulait investir pour développer une route, un transport commercial est-ouest qui pourrait donc de la Géorgie pour aller où? Pour aller en Europe. Mm-hmm. Donc, pour aller en Europe, mais par la Géorgie vers l'Asie centrale, etc. Donc, il y avait comme un projet d'infrastructure majeure qui, bien entendu, maintenant est remise en question par ce projet, ou en fait cette évidence que la base navale militaire russe va être aux portes de la Géorgie. Donc, à la fois un front militaire et économique du conflit. Absolument. Donc, la Géorgie qui se voulait aussi développer un genre de centre géopolitique, de plaque tournante peut-être pour la route de transport et devenir, dans le Caucase du Sud, un incontournable. Ben voilà, les cartes sont un peu mélangées avec les territoires qui sont sous contrôle des séparatistes appuyés par la Russie, plus les bases militaires qui sont déjà là, et cette base navale qui, en plus, permet à la Russie d'avoir davantage de pouvoir dans la région de la mer Noire en général. Ça ne doit pas faire beaucoup l'affaire des Turcs, ça, non? Non, c'est ça, j'allais dire aussi. Ça fait pas, non, ça ne fait pas l'affaire des Turcs. Les Turcs qui ont gagné de l'importance dans le Caucase du Sud, dans la foulée de la guerre en Ukraine, mais surtout avec tout le conflit autour du Haut-Karabakh, où la Russie a perdu de l'importance dans ce conflit et dans la région du Caucase du Sud, au profit finalement de la Turquie qui a beaucoup plus de poids. Mais avec ce port à Ochamchire, ça mélange, oui. Les Turcs ne sont pas très
contents non plus. Juste pour conclure, j'aimerais poser une dernière question. On parle de ces pays qui souhaitent accéder soit à l'Union européenne ou à l'OTAN comme un moment clé dans, disons, l'émancipation de ces pays qu'ils souhaitent, dans certains cas, de cette zone d'influence russe. Puis quand on fait une comparaison avec des pays des Balkans, par exemple, la Bulgarie, qui est à la fois membre de l'Union européenne et de l'OTAN, la Macédoine du Nord, qui s'est joint à l'OTAN récemment, et ça a été assez complexe, hein, avec, disons, les tensions avec la Grèce, et c'est pour ça que le pays a changé de nom au bout de la ligne. Moi, ce sont des pays que je connais mieux, ces deux pays-là, parce que j'y voyage pour des raisons personnelles. Mais j'ai l'impression que même si ces pays-là sont maintenant membres de ces organisations, ils sont encore déchirés entre l'influence russe et européenne. Donc, c'est pas nécessairement un remède. Non, c'est pas nécessairement un remède. Il y a beaucoup aussi qui va... Ça nous amène aussi sur notre continent avec les prochaines élections aux États-Unis. Mais qui, avec les déclarations de M. Trump dernièrement, qui ne font que augmenter la perception de la menace dans les pays, même membres de l'OTAN, membres de l'Union européenne, comme la Pologne, les Pays-Baltes, etc. Donc, non, ce n'est pas la solution à tout. Pour la Géorgie, c'est considéré comme un garant quand même de sécurité et un contrepoids à la Russie. Ça ne veut pas dire qu'on va couper les ponts avec la Russie. La Russie est juste là. Et il y a, ne serait-ce que du point de vue commercial et économique, c'est important. La Moldova, c'est intéressant peut-être aussi à suivre parce que Moldova est neutre. Dans la Constitution, c'est inscrit que la Moldova garde sa neutralité. Donc, n'aspire pas... Par rapport à l'OTAN, c'est-à-dire? Par rapport à toutes les alliances militaires, etc. Donc, c'est un pays neutre. Enfin, avec la guerre en Ukraine, ça a un peu changé. Le débat a évolué. Donc, le projet de changement constitutionnel est sur la table pour éventuellement rejoindre l'OTAN, mais ça n'a pas d'appui du tout dans la société. Donc, la société, pour faire peut-être un retour sur votre question, Laura Julie, sur la question de l'OTAN, l'Union européenne, la vision de M. Poutine face à ça. Mais dans les pays tels que Moldova, même si l'Union européenne est quand même appuyée par... l'adhésion à l'Union européenne est quand même appuyée par la population, l'adhésion à l'OTAN ne l'est pas. Il y a une résistance à ça parce qu'on peut peut-être... c'est un imaginaire collectif qui nous vient encore de l'ère soviétique. Je pense que l'OTAN représente quelque chose de plus, disons ça comme ça, que l'Union européenne pour tant les Russes que pour les Moldaves, etc. Mais voilà. Donc l'alliance purement militaire plutôt que le grand ensemble politique, social, économique qu'est l'Europe. C'est ça, ça reste quand même une espèce de déclencheur. Je pense que le plus important, c'est de comprendre que pour ces pays-là, le plus important, c'est leur niveau de vie. L'adhésion à l'Union européenne, comme c'était pour la Pologne, comme c'était pour la Bulgarie, pourquoi pas, certainement. Bien sûr, ouais. C'est l'Union européenne, c'était une aspiration à un meilleur niveau de vie. Tout le reste est secondaire. Et à une mobilité, etc. C'est ça, la mobilité qui vient... L'Union européenne vient avec la mobilité. Mobilité implique qu'on peut aller étudier, mais aussi travailler ailleurs pour un salaire plus intéressant, puis revenir à la maison, puis aider notre famille, etc. Donc, c'est ça c'est pas les beaux principes, mais l'intérêt socio-économique de mobilité sociale. Ce qui est fort compréhensible. Fort compréhensible dans un pays comme Moldova, par exemple, qui est le plus pauvre de l'Europe. Magdalena Dębinska, merci beaucoup d'avoir été parmi nous à Sens Escale aujourd'hui. Puis merci de faire tous ces terrains pour qu'on puisse en bénéficier puis prendre le pouls de ces populations qui sont très peu entendues dans les médias internationaux. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci.
Alors, Laura Julie, c'était fort intéressant comme entretien, n'est-ce pas? Oui, moi, je trouve ça particulièrement intéressant, l'ambivalence des pays autour de l'ex-URSS par rapport à la Russie. Toujours cette espèce de conflit intérieur-là entre ne pas vouloir réveiller la bête, des possibilités d'échanges économiques avec la Russie, mais cette peur aussi profonde d'être les prochains sur la liste. C'est vrai que politiquement, économiquement, militairement, c'est des gros défis quand même. Oui, puis des fois, on se dit, c'est quoi l'importance de ces pays dans ce grand conflit? Puis ils sont importants, et puis je vais donner un exemple que je connais, qui n'est pas celui dont il était question nécessairement aujourd'hui, mais l'été dernier, j'étais en Bulgarie. Avant un grand sommet de l'OTAN, Zelensky est allé en Bulgarie. Et puis on peut penser, pourquoi il fait un détour comme ça alors qu'il pourrait aller à Washington ou à Paris ou à Londres, des endroits où il est allé aussi à plusieurs reprises. Puis... par exemple, en Bulgarie, il y a énormément de producteurs d'armes, des armes souvent de type soviétique, qui sont très faciles d'usage pour ceux qui sont mobilisés à la dernière minute. Donc, Magdalena parle de la modernisation de l'armée ukrainienne, certes, de son armée professionnelle. Tu sais, dans l'OTAN, on parle d'interopérabilité, puis j'ai jamais vraiment compris de quoi il s'agissait comme terme jusqu'à ce que je vois le matériel qu'utilisait l'armée ukrainienne à un certain moment. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient très soviétiques. Absolument, en fait. c'est qui fonctionnent dans un autre type de structure militaire. Donc, ces vendeurs d'armes privées-là, c'est pas des manufactures gouvernementales, là. L'Ukraine, jusqu'à un certain point, en dépend. Puis, c'est pas des dons gratuits pour la majeure partie, parce que quand on mobilise comme ça des réservistes à grande échelle, il faut des armes qu'ils puissent utiliser. Alors, pour plein de raisons stratégiques comme ça qui sont mal comprises, ces alliances-là, pour l'Ukraine, sont aussi très, très importantes. Puis cette ambivalence politique-là, elle est déstabilisante politiquement à l'interne, mais elle peut aussi jouer sur le conflit. Absolument. Et en plus, on est dans un contexte en ce moment, on parle en février 2024, et on sait que les élections américaines s'en viennent. Et donc, le grand frère américain, qui jusqu'à maintenant est le principal bailleur de fonds là, pour la défense de l'Ukraine, va peut-être fléchir. Et donc, toutes ces alliances-là deviennent capitales pour un pays comme l'Ukraine ou pour les pays entre eux, parce que tout le monde commence à penser à sa propre défense sans la superpuissance au-dessus de sa tête, là. Donc, en tout cas, ça va être vraiment à suivre. Au début de la guerre, exactement, ce qui avait surpris Poutine, c'était la capacité à l'Occident, à l'OTAN, à l'Union européenne de se tenir, ce qui n'avait pas été tout à fait le cas en 2014, c'est-à-dire que la réponse avait été molle. Et puis en 2022, elle avait été assez uniforme et solidaire envers l'Ukraine. Alors là, si on voit ça chanceler, c'est inquiétant. Absolument. Pour aller plus loin. Alors, on accueille notre cherchiste Tristan Peterson pour parler un peu de suggestions pour aller plus loin. Tristan, tu connais super bien la région. Tu nous amènes où, là? Mais là, je propose de vous emmener en Asie centrale. C'est un coin du monde dont on parle pratiquement jamais. Mais toi et moi, Laura Julie, on la connaît bien, cette région. On est des fans. On est des fans, oui. Selon moi, on n'a pas le choix. C'est tellement une région fascinante. Puis c'est magnifique aussi. Moi, personnellement, j'ai vécu 4 ans au Kirghizistan. J'ai travaillé là-bas et ailleurs dans la région, notamment au Kazakhstan et au Tadjikistan. Et ces pays-là ont, eux aussi, ressenti les conséquences de cette guerre en Ukraine, que ce soit les effets économiques des sanctions contre la Russie, que ce soit l'afflux massif de déserteurs et de dissidents russes et les conséquences sur le coût de la vie que notamment ça a le eu. Kazakhstan est devenu la porte de sortie de vraiment beaucoup de monde là, de la Russie. Hein. Jusqu'à tout récemment, parce qu'ils ont changé les règles aux frontières. Maintenant, les visa run, donc cette pratique de traverser puis d'avoir un séjour de 90 jours qu'on peut renouveler, a été annulée. Et donc, ça a été interprété comme un geste presque en soutien à la mobilisation russe, mais aussi à la fois qui était soutenu par la population kazakh parce que ça a créé beaucoup de pression sur le logement, entre autres, puis sur le coût de la vie. Mais ça bouge pas mal.
dans la région. Sur le plan des relations internationales, les pays essaient d'atténuer les risques d'une dépendance trop forte envers Moscou et Beijing en diversifiant leurs partenariats internationaux. C'est le cas notamment du Kazakhstan qui navigue en ce moment le contexte très fluide. Ça, c'est le sujet de mon essai final de maîtrise. Ce n'est pas le sujet de ma chronique aujourd'hui. Tout ce que je veux souligner, c'est qu'il y a pas mal d'actions dans la région et quand ça bouge, c'est généralement reflété dans la culture. C'est le cas de le dire pour la culture kazakh, plus particulièrement le cinéma kazakh. Peut-être que tu te souviens, Laura Julie, en 2018, quand l'actrice kazakh Samar Yislamova nous a émerveillés en remportant le prix de l'interprétation féminine à Cannes pour son jeu dans le long-métrage Aïka, un film qui expose le parcours douloureux d'une femme migrante kirghize à Moscou. C'est un film puissant et plusieurs observateurs pensaient que ça marquait un nouveau jalon dans l'industrie du cinéma kazakh, mais le film était financé en grande partie par des fonds du ministère russe de la Culture. Et jusqu'à tout récemment, l'industrie du film kazakh dépendait énormément de fonds privés et publics russes, surtout pour les films de haut calibre qu'on voyait de temps en temps aux Oscars ou dans les grands festivals européens. Ça, c'est un legs de l'époque soviétique, quand Moscou exerçait un contrôle très strict sur tous les aspects de la vie dans les républiques soviétiques, mais évidemment la production cinématographique. Eh bien, la guerre en Ukraine a eu pour effet d'accélérer un processus de décolonisation du cinéma kazakh. On a vu, par exemple, une prolifération de boîtes de production locales, des films qui mettent à l'écran la langue kazakh, qui proposent des sujets sensibles. Je pense, par exemple, au film Cash du réalisateur Aysultan Seyitov, qui met en scène le Kazakhstan des années 1930 et l'horreur d'une famine génocidaire causée par la collectivisation stalinienne. Les images donnent des frissons et lui ont valu le prix du meilleur réalisateur au Festival international de Shanghai. Et avant l'invasion russe de l'Ukraine, ce serait presque impensable qu'un réalisateur kazakh s'attaque à l'héritage de Joseph Staline, qui encore aujourd'hui est une figure assez populaire, autant en Russie qu'ailleurs en Asie centrale. Et c'est la preuve, selon le réalisateur Aysultan Seyitov, que nous vivons dans un autre monde. On assiste à un découplage entre la culture kazakh et la culture russe, et c'est comme une petite révolution, un film à la fois. Donc, les Oscars arrivent à grands pas. Il n'y aura pas de film kazakh cette année en lice, mais je pense qu'on peut s'attendre à de grandes choses pour le cinéma kazakh. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est un article qui est paru en décembre dernier dans la revue Variety, qui propose un survol des évolutions dans l'industrie du film kazakh et met en relief les enjeux auxquels font face les artisans du 7e art au Kazakhstan. Super. Et pour les films, où est-ce qu'on peut les voir? Bien, les films, c'est ça l'affaire, c'est que moi, je tiens tant à regarder ce film Cash, mais qui n'est pas arrivé dans les salles pour l'instant en Amérique du Nord. Pour ce qui est des films, par exemple, comme Aïka ou les autres films qui sont proposés dans l'article de Variety, la plupart sont disponibles sur Apple TV ou sur d'autres plateformes de... Mais peut-être, je peux recommander une plateforme indépendante. Il y a Mubi, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est donc MUBI qui propose justement un répertoire indépendant. Et je sais que Aïka, pour l'instant, est disponible. La fiche pour le film Cash est affichée, mais le film n'est pas pour l'instant disponible en visionnement. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ben, merci beaucoup, Tristan. Merci à toi. Vous pouvez écouter Sans Escale sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube et YouTube Music. L'émission est également diffusée en alternance le lundi à 10h30 sur les ondes du 89.3 CISM. Pour en savoir plus sur toutes les activités du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM, rendez-vous sur notre page web et abonnez-vous à notre infolettre. Nous avons également une page dédiée à Sans Escale où est-ce que vous pouvez trouver beaucoup de liens intéressants en lien avec les épisodes que vous écoutez. Nous vous remercions de suivre et de partager le contenu publié sur nos pages Instagram, X et Facebook. Sans Escale est réalisé en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal et U2M International. Merci à Émir Chouchan, conseiller à la direction des technologies des bibliothèques de l'Université de Montréal. Merci à Robin Coche, directeur de la programmation à CISM.
Merci à notre équipe, composée de Caroline Delamotte à la réalisation et Tristan Peterson à la recherche. Et bien sûr, merci à notre invitée Magdalena Dembinska. Laurence, on se donne rendez-vous dans quelques semaines? Bien sûr.